Personne ne naît avec une carapace de sécurité. Cette image intouchable que beaucoup projettent est en réalité le résultat d'années de lutte silencieuse contre des doutes qui érodent de l'intérieur. L'insécurité n'est pas seulement un murmure inconfortable, c'est un mécanisme mental qui sabote chaque pas, remet en question chaque réussite et transforme l'opinion des autres en une sentence. Vivre ainsi, c'est comme porter une dette interne qui ne se termine jamais de se payer. Chaque jour s'ajoute plus d'intérêt, plus de poids, plus de fatigue psychologique. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que, bien que le monde essaie de te vendre des formules rapides, la véritable sécurité ne se hérite pas ni ne se feint. Elle se construit et souvent au prix de fractures douloureuses dans le caractère. Ici, nous n'allons pas adoucir la réalité. L'insécurité t'isole, te fait perdre des opportunités et, si tu ne t'en occupes pas, finit par te voler la vie sans que tu t'en rendes compte. Mais il y a une issue, et ce n'est pas une fantaisie motivationnelle. Le stoïcisme, cette philosophie d'acier trempé, t'oblige à cesser de blâmer les autres et à regarder de front ton propre reflet. Personne ne viendra te sauver et c'est libérateur. Car tout ce dont tu as besoin pour cesser d'être ton pire ennemi est déjà en toi, attendant discipline et courage. La sécurité ne se mendie pas, elle s'entraîne. Ici, nous allons démonter l'insécurité pièce par pièce, avec des outils pratiques qui exigent une honnêteté brutale et une action quotidienne. Si tu cherches des excuses, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu acceptes le défi, prépare-toi à cesser de négocier avec ta propre médiocrité. 1. Maîtrise ton dialogue intérieur. La vérité est simple et brutale. Si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, tu deviens esclave de ta propre pensée. Arrête de chercher des coupables à l'extérieur, car la plupart de ton insécurité est fabriquée et alimentée par cette voix dans ta tête, qui répète les mêmes jugements, les mêmes reproches, les mêmes doutes, chaque maudit jour. Tu n'es pas insécure parce que le monde te le dit. Tu es insécure parce que tu as accepté comme vérité absolue chaque pensée autodestructrice qui surgit dans ton esprit. Et le pire, c'est que tu ne prends même pas le temps de les remettre en question. Tu les acceptes, tu les caresses, tu les laisses grandir comme s'ils étaient des faits, alors qu'en réalité, ce sont des opinions qui ne t'appartiennent même pas. Vas-tu continuer à croire que tu es moins seulement parce que ton esprit est programmé pour te rappeler tes échecs et multiplier tes défauts? C'est confortable de blâmer l'enfance, la société, la génétique ou qui que ce soit, mais tant que tu continues à alimenter ce monologue toxique, tu continueras à vivre avec une fracture constante dans ton caractère. La philosophie stoïque ne va pas te donner de solutions magiques ni de belles phrases à répéter devant le miroir. Elle exige de la discipline et une responsabilité absolue sur ce que tu permets de se répéter dans ton esprit. Chaque fois que tu te dis « je ne peux pas, je ne suis pas assez, ce n'est pas pour moi », tu renforces une dette émotionnelle qui te pèse ensuite dans chaque décision. Si tu ne te mets pas fermement avec toi-même et que tu ne commences pas à filtrer cette poubelle mentale, tu vas continuer à traîner de l'insécurité, même les jours où tout se passe bien. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler le filtre mental avec lequel tu analyses tes propres erreurs, tes réussites et tes échecs. Le stoïcisme t'oblige à séparer les faits des interprétations, à regarder en face les données brutes et non les histoires que ton dialogue intérieur veut te vendre. Prends la responsabilité de ta narration, car chaque pensée que tu choisis d'alimenter est un investissement émotionnel qui te renforce ou te fragilise. La compassion bon marché et le victimisme ne font que prolonger le problème. Tu n'es pas une victime de tes pensées, à moins que tu choisisses de rester assis à répéter la même histoire que d'habitude. L'autocritique peut être brutalement utile si elle est utilisée avec objectivité, pas avec le masochisme de te punir pour chaque erreur. Choisis consciemment de te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu respectes vraiment. Si tu te parles comme à un ennemi, ne sois pas surpris lorsque l'insécurité finira par dévorer la peu de confiance qu'il te reste.
Réviser ton dialogue intérieur n'est pas un exercice de développement personnel superficiel. C'est une obligation si tu veux vivre avec intégrité. La sécurité personnelle est le résultat de ta capacité à surveiller et à discipliner ce que tu permets de traverser ton esprit. L'admettre est difficile, mais c'est nécessaire. Une grande partie de ta souffrance est volontaire, car tu n'as jamais fait l'effort réel de remettre en question tes pensées les plus nuisibles. Ce que tu te répètes chaque jour devient le matériau avec lequel tu construis ta réalité. Ne te parle pas comme un traître, ne te parle pas comme un ennemi. Si tu veux dominer l'insécurité, commence par arrêter de négocier avec tes pensées autodestructrices et mets de l'ordre dans ton esprit. Parce qu'à la fin, la voie la plus dangereuse n'est pas celle de l'extérieur, c'est celle que tu as à l'intérieur et à laquelle tu as donné un pouvoir qu'elle ne mérite pas. Tu veux avancer? Discipline ton dialogue intérieur. L'esprit s'entraîne ou te enterre. 2. Réponds, ne réagis pas. Tu te lèves tard parce que le réveil a sonné et que tu l'as ignoré. Tu es déjà en retard au travail. Le trafic te met de mauvaise humeur et dès que tu arrives, le premier courriel que tu ouvres est une critique déguisée en suggestion. Ton estomac se retourne, ta respiration s'accélère un peu, ta mâchoire se serre. Tu te diriges directement vers ton bureau, mais au lieu de répondre calmement au courriel, tu es pris par l'envie de donner une réponse impulsive, presque automatique, comme si quelqu'un à l'intérieur de toi appuyait sur un bouton rouge. Et ainsi, un jour de plus, tu laisses ce qui se passe à l'extérieur dicter ce qui se passe à l'intérieur. Ton humeur va et vient selon les stimuli, comme si tu étais une marionnette des émotions. Ce schéma se répète, un regard étrange de quelqu'un, une mauvaise nouvelle, un mot mal placé, et tu ressens la même impulsion de réagir, comme si ta dignité était en jeu à chaque microseconde. C'est là que commence le cycle. D'abord le stimulus, puis la réaction immédiate, et ensuite le regret, ce poids que portent ceux qui ne gèrent pas leurs propres ressorts internes. Ce que tu ne vois pas, ou ce que tu n'as pas voulu voir, c'est que l'insécurité se nourrit précisément de ces réactions automatiques. Ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est comment tu sautes devant ce qui se passe, comme si ta valeur dépendait de chaque événement externe. Chaque fois que tu réponds sans filtre, que tu te laisses emporter par le première impulsion, tu renforces la croyance que tu n'as pas de véritable contrôle sur toi-même. Et cette idée, même si tu ne l'exprimes pas à voix haute, ronge ton estime de soi. La philosophie stoïque martèle ce point. Entre ce qui se passe et ce que tu fais, il y a un espace, et cet espace est le seul territoire qui t'appartient réellement. Personne ne peut l'envahir, à moins que tu ne le permettes. Mais si tu ne le reconnais pas et ne le défends pas, ta journée et tes émotions restent à la merci de tout contretemps, commentaire ou geste extérieur. Il y a un mécanisme invisible derrière chaque réaction incontrôlée. L'habitude d'interpréter tout comme une menace personnelle. L'esprit, entraîné à l'autodéfense, détecte des problèmes là où il n'y en a pas et active le pilote automatique de l'émotion. Le cœur s'accélère, le sang monte à la tête et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as déjà dit ou fait quelque chose dont tu regrettes ensuite. Répondre implique quelque chose de différent. Cela nécessite d'interrompre ce cycle. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de faire une pause minimale, mais vitale. L'autocontrôle n'est pas de la répression, c'est le pouvoir de choisir. Tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment le traiter. Et là se trouve la véritable différence entre réagir et répondre, dans la distance que tu crées entre le stimulus et ta décision. La réponse consciente est l'un des outils les plus sous-estimés pour démonter l'insécurité. Parce que lorsque tu choisis calmement, tu cesses d'être un otage de l'environnement et tu commences à construire, petit à petit, une identité basée sur la maîtrise intérieure. Chaque fois que tu parviens à répondre au lieu de réagir, tu accumules du respect de soi. C'est un investissement émotionnel silencieux mais puissant. Tu n'es pas le reflet de tes impulsions, tu es le résultat de tes choix. Tu veux une véritable sécurité. Maintiens cette pause intérieure. Le calme est une discipline sous pression. Cela et rien d'autre est la véritable base de la confiance.
3. Arrêtez de chercher l'approbation extérieure. Il n'est pas agréable de l'admettre, mais pendant des années, j'ai vécu en fonction de ce que les autres pensaient de moi. Chaque petit signe d'approbation était comme une dose de soulagement temporaire, et chaque geste de désapprobation, une alarme intérieure qui me forçait à corriger le tir pour ne pas perdre cette validation. Le problème, c'est que lorsque votre valeur dépend de facteurs externes, vous devenez un mendiant émotionnel. Votre estime de soi devient un compte bancaire que seuls les autres peuvent remplir ou vider. Et chaque interaction est une transaction où vous êtes toujours en désavantage. Le mécanisme est subtil, mais dévastateur. Vous commencez à façonner vos mots, vos gestes et même vos opinions pour vous conformer à ce que vous pensez que l'on attend de vous. Ce n'est pas de l'authenticité, c'est une survie sociale déguisée en gentillesse. Le résultat, une sensation permanente de déficit, une dette existentielle qui ne se solde jamais parce que, peu importe vos efforts, l'approbation des autres est toujours volatile et conditionnelle. L'insécurité personnelle se multiplie chaque fois que vous faites du regard extérieur votre juge principal. Analysons le circuit. D'abord, surgit le désir d'être accepté, car nous associons être accepté à avoir de la valeur. Ensuite, vous vous adaptez, vous vous censurez, vous filtrez vos désirs et vos opinions authentiques pour vous intégrer. Chaque fois que vous le faites, vous payez par de petites concessions invisibles. Ainsi, votre identité se fragmente en versions conçues pour différents publics et dans le processus, vous perdez votre boussole intérieure. À la fin de ce chemin, l'insécurité n'est pas seulement toujours là, elle se renforce, car vous percevez que vous avez besoin de masques pour être toléré. Plus vous alimentez cette dynamique, plus vous vous éloignez de toute notion réelle de confiance. L'approbation est un prix qui ne dure jamais, un renforcement qui vous rend dépendant et toujours vulnérable à la critique ou au rejet. Le piège est évident. Plus vous cherchez à plaire, moins vous avez de contrôle sur votre propre valeur. La philosophie stoïque déconstruit ce jeu à la racine. Les stoïciens ne vous disent pas de mépriser l'opinion des autres par pur orgueil, mais de la reconnaître pour ce qu'elle est, une donnée externe qui ne définit ni votre essence ni votre valeur. Le critère personnel est le seul filtre qui vous protège des fluctuations émotionnelles produites par la recherche constante de reconnaissance. Lorsque vous cessez de négocier votre identité pour de l'approbation, vous vous libérez d'une dépendance chronique qui ne vous apportera jamais la paix. Le respect des autres, s'il arrive, est une conséquence, pas un objectif. L'objectif réel est de maintenir la cohérence interne, d'agir selon vos principes et de maintenir cette direction même lorsque personne n'applaudit. Si votre sécurité dépend des autres, elle ne sera jamais à vous. Elle sera toujours empruntée. Le processus exige une révision brutale de vos motivations quotidiennes. Il faut se demander, avec une honnêteté inconfortable, combien de vos décisions sont contaminées par le désir d'être accepté. Combien de fois dites-vous oui pour ne pas déranger? Combien de fois taisez-vous votre véritable opinion pour ne pas risquer le rejet? Chaque concession s'ajoute à un compte qui, tôt ou tard, vous coûtera cher, sous forme de ressentiment, de fatigue et d'un sentiment de vide que vous ne comprenez pas tout à fait. Cesser de chercher l'approbation extérieure ne signifie pas devenir insensible ni arrogant. Cela signifie rediriger l'énergie vers ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre intégrité, votre propre opinion sur vous-même. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change. Vous cessez d'être un acteur secondaire dans la vie des autres et commencez à écrire votre propre scénario. La véritable sécurité ne se mendie pas. Elle se construit dans la solitude et se démontre en public. Si vous cherchez une validation, vous vous vendez à bas prix. Si vous agissez avec discernement, vous gagnez du respect pour vous-même. Et c'est un investissement qui ne perd jamais de valeur. 4. Tiens tes engagements envers toi-même. Traverser une pièce dans l'obscurité totale, sachant que chaque pas dépend de ta mémoire et de ta volonté, et non de la lumière, t'oblige à faire confiance à quelque chose de plus profond que l'évidence. C'est ça. Tenir des engagements envers soi-même, avancer même quand personne ne regarde, ne applaudit, ni exige.
La plupart des gens attendent des projecteurs externes pour agir, mais la véritable sécurité se forge dans cette pénombre quotidienne où seul toi sais si tu as fait ce que tu as promis ou si, une fois de plus, tu t'es trahi en silence. Pense à la sensation physique de remettre à demain cette tâche que tu as juré de terminer aujourd'hui. Le corps se rétracte légèrement, la poitrine reste tendue et l'estomac ressent un malaise qui ne disparaît pas rapidement. Tu n'as pas besoin de témoins. L'inconfort est la facture interne que tu paies chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même. L'insécurité grandit juste là, dans ce solde négatif d'engagement brisé, dans cette constance invisible de petites décisions reportées. La discipline personnelle n'est pas une prison, c'est un refuge. C'est l'acte de te maintenir dans ce que tu décides, même si la motivation s'est évaporée depuis des heures. Il suffit d'observer celui qui se promet de se lever tôt, de lire une page, de faire de l'exercice, et qui finit par céder à la première fatigue. Les gestes sont petits, le réveil qui s'éteint avec agacement, le livre qui reste fermé sur la table, les baskets qui ne s'attachent jamais. Chaque manquement se ressent dans le corps, même si tu le couvres d'excuses rationnelles. Ces détails s'accumulent, et le pire, c'est que l'esprit n'oublie jamais ses propres défaites. Le respect de soi ne se construit pas avec de beaux discours, mais avec l'accumulation quotidienne de faits, même minimes, qui prouvent que tu peux te faire confiance. Tenir ta parole envers toi-même est le seul contrat qui ne prescrit pas et n'admet pas de renégociation sans conséquence. Beaucoup se trompent en croyant que la sécurité vient de grands succès publics, mais la réalité est bien plus crue. Ta confiance en toi est le résultat de milliers de micro-actions privées, la plupart invisibles, que tu exécutes même quand il serait facile de les laisser passer. La force de caractère se façonne dans ces choix inconfortables, quand tu préférerais abandonner mais choisis de te tenir. La philosophie stoïque n'idolâtre pas la discipline par caprice, mais parce qu'elle sait que chaque acte de volonté t'entraîne à supporter l'inconfort et, surtout, à te respecter dans ce que tu décides. Tu n'as pas besoin de rituels grandioses, ni de promesses publiques. Il te suffit d'une seule chose, faire ce que tu as dit, même si personne ne le remarque. La grandeur commence dans l'invisible. Chaque engagement tenu est un investissement dans ton estime de soi. Chaque promesse rompue est un trou qui affaiblit tes fondations. La sécurité n'est pas un don, c'est le résultat répété de te tenir ferme quand il serait plus confortable de te faillir. Combien de fois t'es-tu senti fier après avoir cédé à la paresse ou à la peur? Aucune. Le véritable respect de soi se construit dans l'obscurité, quand seul toi es témoin. Si tu veux arrêter de te sentir en insécurité, sois implacable avec ce que tu te promets. Le muscle de la discipline s'entraîne en privé. Le caractère ne se négocie pas. La différence entre un jour gagné et un jour perdu se décide presque toujours dans ces instants intimes où il semble que personne ne verra le résultat. Mais ton esprit le voit, ton corps le ressent et ton cœur le réclame. Tiens ta parole, même si la motivation faillit. La discipline est la forme la plus pure du respect de soi. Personne ne peut construire ta sécurité à ta place. Chaque fois que tu choisis de te tenir, l'obscurité intérieure se dissipe un peu plus. 5. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est cesser de gaspiller ta vie sur ce qui n'a jamais été entre tes mains. Voici le coup que personne ne veut encaisser. Tant que tu resteras obsédé par le contrôle de ce qui ne dépendra jamais de toi, ton insécurité sera infinie, car il y aura toujours quelque chose qui te glissera entre les doigts. Tu veux avoir en main l'opinion des autres, le résultat exact de chaque essai, le climat émotionnel de ceux qui t'entourent, la perfection de tes plans. Tout cela n'est qu'un mirage qui alimente uniquement la frustration et le ressentiment. Jusqu'à quand vas-tu te permettre ce piège? Il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de comprendre que chaque gramme d'énergie que tu investis dans ce que tu ne contrôles pas est une dette émotionnelle qui ne sera jamais remboursée. C'est aussi simple que cela. Ce qui ne dépend pas de toi t'appartient autant que la pluie ou le trafic.
Tu continues de croire que l'anxiété se résout en pensant davantage, en planifiant chaque détail, en anticipant des scénarios, mais c'est tout le contraire. Plus tu t'obsèdes pour l'extérieur, plus tu deviens faible à l'intérieur. L'esprit se déforme lorsque tu l'utilises comme un instrument de surveillance perpétuelle sur l'impossible. Le résultat est une fatigue chronique, un sentiment d'insuffisance qui se multiplie chaque fois que la réalité ne répond pas à tes attentes. Le stoïcisme te crache la vérité au visage. La seule chose que tu maîtrises vraiment, c'est ton attitude, tes actions et le sens que tu choisis de donner à ce qui se passe. Personne d'autre ne mettra ce filtre à ta place. S'accrocher à ce que tu ne contrôles pas est un acte de lâcheté mentale, une façon d'éviter le travail difficile d'agir sur ce qui t'appartient. Il est plus confortable de blâmer le hasard, le destin, la malchance, que d'assumer la responsabilité brutale de ce que tu peux réellement changer. Chaque fois que tu te surprends à revisiter encore et encore le même problème, à tourner en rond sur ce qui ne s'est pas passé comme tu le voulais, à répéter dans ta tête le film de ce que les autres ont dit ou fait, tu choisis de te fragiliser. Ne fais pas semblant, cette insistance n'est pas de l'inquiétude, c'est la peur d'accepter ta propre limite. La véritable liberté commence lorsque tu décides de lâcher le poids mort des attentes, le besoin d'avoir raison, le désir enfantin de contrôler le résultat final. La sérénité n'est pas un luxe réservé aux éclairés, c'est le fruit d'un entraînement quotidien au détachement. Tu cesses de demander au monde de te faire sentir en sécurité et tu commences à construire cette sécurité à partir de la seule source que tu as, ta conduite, ton jugement, ta réponse. L'insécurité grandit dans le domaine de la fantaisie. Si telle personne changeait, si le monde fonctionnait comme je le veux, alors je serais tranquille. Mensonge. Cette tranquillité n'arrive jamais car il y aura toujours quelque chose hors de ta portée. La maturité émotionnelle se démontre dans la capacité à réduire l'horizon à l'essentiel. Que dépend de moi, ici et maintenant? Le reste n'est que bruit qui t'entraîne et te distrait de ce qui est vraiment important. Chaque fois que tu lâches, tu gagnes en force. Chaque fois que tu t'obsèdes, tu te saignes de l'intérieur. Le détachement est une discipline, pas de l'indifférence. C'est choisir où tu mets ton énergie et où tu cesses de la donner. Ne cherche pas la paix dans le prochain résultat, dans le prochain geste d'approbation, dans le comportement des autres. La paix est le solde de ne pas hypothéquer ton esprit sur des causes perdues. Apprends à lâcher ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est qu'alors que ta sécurité cesse de dépendre du hasard et commence à avoir des racines propres. La véritable liberté est de cesser de négocier ta tranquillité avec ce que tu ne pourras jamais contrôler. C'est cela la maturité et c'est cela le pouvoir. 6. Agis même avec peur. La peur ne va pas disparaître. C'est la vérité que personne ne veut accepter, mais qui définit la différence entre ceux qui avancent et ceux qui passent leur vie à attendre de se sentir prêts. Attendre que la peur disparaisse est l'excuse parfaite pour ne rien faire. L'esprit cherche des garanties, mais la vie n'en offre jamais. L'insécurité se déguise en prudence, en logique, en 1000 raisons de reporter ce que tu sais que tu dois faire. Mais sous ces justifications se cache un mécanisme beaucoup plus primitif, la peur de s'exposer, de se tromper, d'échouer, de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes. Là, dans ce coin où le corps se tend, l'esprit invente des scénarios et l'anxiété s'accumule comme un poids sur la poitrine. Se joue le véritable match. Ce n'est pas la situation qui te paralyse, c'est l'interprétation que tu construis sur le risque. Tu deviens expert dans l'anticipation du pire résultat, dans l'alimentation du doute, dans la collection d'excuses sophistiquées pour ne pas bouger. Tu appelles cela « attendre le bon moment ». Mais au fond, tu es juste en train d'entraîner l'impuissance. Le piège mental le plus courant est de croire que la sécurité arrive avant l'action, comme si tu devais d'abord te sentir courageux pour ensuite oser. Mais cela fonctionne exactement à l'inverse. Le courage est la conséquence d'agir malgré la peur, pas la condition préalable pour commencer. Chaque fois que tu procrastines, tu renforces l'idée que la peur est plus grande que toi. Chaque fois que tu te forces à bouger, même si ta voix intérieure te dit de t'arrêter,
tu construis une confiance qui ne s'estompe pas face au premier obstacle. L'esprit enregistre ces moments. L'occasion où tu as parlé même si tu tremblais à l'intérieur, le jour où tu as dit oui à une responsabilité qui te mettait au défi, l'instant où tu ne t'es pas laissé freiner par l'inconfort de te sentir vulnérable. Ces micro-décisions, presque invisibles pour le monde, sont la base de tout respect de soi. Personne ne peut te donner la sécurité que tu ne te construis pas toi-même. La philosophie stoïque ne romantise pas la peur, mais ne la diabolise pas non plus. Elle la reconnaît comme une réaction naturelle, un signe que ce qui est en jeu t'importe. Mais le stoïcisme exige que tu examines la racine de la peur. Est-ce vraiment une menace ou juste une perception déformée par tes propres croyances? La plupart des peurs actuelles ne sont ni physiques ni mortelles. Elles sont sociales, émotionnelles, imaginaires. Tu crains le ridicule, le jugement, le rejet, de ne pas répondre aux attentes que tu t'es imposées ou que tu absorbes des autres. Le problème est que plus tu négocies avec ces peurs, plus leur ombre devient grande. Il n'y a pas de raccourci. La seule façon de réduire le pouvoir de la peur est de la traverser. Action, pas débat interne. Mouvement, pas paralysie réflexive. La sécurité authentique est une conséquence, jamais une condition préalable. Attendre de ne plus avoir peur est une autre façon de se rendre en silence. L'action est la seule véritable thérapie contre l'insécurité. Chaque pas que tu fais, même s'il est petit et même si la peur t'accompagne, est une déclaration d'indépendance mentale. Il ne s'agit pas de devenir téméraire, mais de décider que la peur ne dicte pas tes limites. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est choisir d'avancer en portant ce poids. Fais ce que tu dois faire, précisément parce que tu as peur. C'est la seule façon de te prouver qui commande vraiment dans ta vie. Avance, même si le doute crie. La peur est un conseiller, pas un geôlier. 7. Sois brutalement honnête avec vous-même. Vous rentrez du travail et bien que la journée n'ait pas été particulièrement mauvaise, une gêne vous poursuit. Vous consultez votre téléphone, vous vous distraisez avec n'importe quoi, vous mangez plus que de raison, ou vous vous promettez que demain, vous allez vraiment commencer à fond, mais au fond de vous, vous savez que vous vous évitez. L'esprit est habile à inventer des excuses et à justifier de petits échecs. Mais le soir, quand le bruit diminue et que personne ne vous regarde, la vérité apparaît sous la forme d'un inventaire inconfortable. Ce que vous avez remis à plus tard, ce que vous n'avez pas dit, ce que vous avez fait semblant de ne pas voir. Éviter cette révision interne est le mécanisme préféré de l'insécurité, car vivre dans le déni semble moins douloureux qu'accepter, de front, vos propres incohérences. Mais ignorer vos angles morts ne fait qu'alourdir le poids que vous traînez chaque jour. L'honnêteté brutale envers soi-même n'est pas une pose ni une phrase à la mode, c'est un outil chirurgical. L'insécurité prospère dans le terreau fertile de l'auto-tromperie. Minimisez vos défauts, exagérez vos réussites, vous cachez derrière des justifications, fabriquez des récits où il y a toujours un « mais » pour chaque résultat médiocre. Le mécanisme est simple. Moins vous osez regarder vos limitations en face, plus vous laissez de place à la doute et à la culpabilité. Cette dette interne s'accumule et finit par se manifester sous forme d'anxiété, de sentiment d'imposture ou de cette fatigue existentielle qui vous fait sentir qu'il vous manque toujours quelque chose pour être tranquille. Personne ne vous oblige à vivre ainsi, mais il est plus facile de se raconter des histoires que de déconstruire le récit et d'accepter les données brutes. Si vous examinez les schémas de ceux qui ont une sécurité intérieure solide, vous verrez que la différence ne réside pas dans l'absence d'erreurs, mais dans la capacité à les admettre sans anesthésie. L'auto-analyse lucide est inconfortable, car elle oblige à démonter les excuses avec lesquelles vous vous protégez. Cessez de blâmer le contexte, les circonstances, la chance ou la génétique, et commencez à identifier, avec des noms et des prénoms, les décisions qui vous sabotent. Il ne s'agit pas de vous punir, mais de pratiquer une vigilance impitoyable sur vos récits les plus confortables. L'esprit cherchera toujours l'option la moins douloureuse,
couvrir, distraire, reporter. Mais le véritable avancement exige de la précision. Quelles sont les conduites que vous répétez, même si vous savez qu'elles vous affaiblissent? Quelles décisions vous coûtent cher en estime de soi parce que vous refusez de les affronter? Ce n'est qu'en nommant la fracture que vous pouvez commencer à la réparer. Le stoïcisme ne vous demande pas la perfection, mais il exige une transparence interne. Être honnête avec soi-même n'est pas un acte ponctuel, c'est un entraînement quotidien pour éliminer la distorsion et mettre sur la table ce qui compte vraiment. L'autosatisfaction est l'ennemi de la sécurité, la rigueur son allié silencieux. La plus grande trahison n'est pas d'échouer, mais de vous mentir sur la cause de l'échec. Le caractère se définit par la capacité à se regarder sans filtre et sans embellissement, aussi inconfortable que cela puisse être. Si vous n'osez pas admettre vos manques, vous finissez par construire une identité fragile, soutenue par des fictions qui ne résistent pas au premier contretemps. Il y a un respect de soi qui ne naît que lorsque vous vous confrontez à votre reflet sans maquillage mental. Vous ne pouvez pas négocier avec la réalité, ni vous convaincre que tout va bien, si au fond, vous savez que vous vous évitez. L'honnêteté interne est la seule base stable sur laquelle vous pouvez construire une sécurité qui ne dépend ni du hasard, ni de l'opinion des autres. Acceptez vos points faibles, donnez-leur un nom, et décidez si vous allez continuer à tolérer ce déficit ou si vous allez agir. La transparence est liberté. Se mentir est une condamnation invisible. Personne ne franchit la porte de la sécurité personnelle en portant des fictions sous le bras. 8. Protège ton esprit de l'environnement toxique. J'admets quelque chose qui me dérange plus que je ne le voudrais. Il y a des jours où même en me sentant relativement bien, une conversation mal engagée, un commentaire sur les réseaux ou même le ton de voix de quelqu'un au bureau suffit à perturber mon état mental. Ce n'est pas seulement ce que j'entends, c'est une sorte de contamination invisible qui s'infiltre dans ma tête et y reste, tournant, affectant mon humeur et ma perception de moi-même. Je suis surpris de constater comment le geste tendu d'un collègue, les commentaires acerbes d'un groupe ou les nouvelles pleines de cynisme deviennent la matière première de pensée qui, si je ne fais pas attention, finissent par déformer mon humeur. Le corps le ressent. Des épaules qui se chargent, une mâchoire serrée, une fatigue étrange qui ne s'explique pas seulement par le travail. L'esprit, sans que tu t'en rendes compte, commence à imiter le ton de ce qui l'entoure. Tu laisses les opinions des autres s'infiltrer et tu te découvres à répéter des phrases, des doutes et des jugements qui ne viennent pas de toi. C'est l'impact réel d'un environnement toxique. Il t'installe une narration étrangère, il plante des graines d'insécurité et les arrose en silence chaque fois que tu baisses ta garde. Il n'est pas nécessaire d'être entouré de personnes ouvertement hostiles pour que l'environnement te consume. Il suffit de côtoyer quotidiennement des personnes qui vivent dans la plainte, la critique constante, le sarcasme déguisé en humour ou le scepticisme venimeux. L'air se remplit d'une sorte de poids invisible, une atmosphère qui exige que tu sois toujours sur la défensive, ou pire, qui t'entraîne dans son propre ton défaitiste. Le cerveau apprend vite. Si tout le monde doute, tu doutes aussi. Si tout le monde se plaint, il te devient naturel de trouver des raisons de te joindre au cœur. Sans t'en rendre compte, ton dialogue interne commence à sonner comme la somme de ces voix externes. L'insécurité n'est pas toujours une blessure individuelle. Souvent, c'est le résultat d'avoir absorbé, jour après jour, une vision du monde qui te fragilise plus que tu ne le reconnais. Prendre soin de son environnement mental est une décision quotidienne. Pas un luxe ni un acte égoïste. C'est une question de survie psychologique. Le stoïcisme ne prêche pas la fuite. Il enseigne à lever des filtres. Tu ne peux pas toujours choisir où tu travailles ou avec qui tu passes ta journée. Mais tu as la responsabilité de décider ce que tu permets d'entrer et ce que tu laisses dehors. L'esprit est comme une maison. Si tu ne fermes pas les portes et les fenêtres, n'importe qui peut entrer pour laisser ses déchets. Protéger ton espace mental implique d'observer avec une brutalité honnête quelles conversations, quels environnements et quels contenus te fragilisent.
Ressens-tu un poids supplémentaire après avoir passé du temps avec certaines personnes? Remarques-tu comment ton humeur décline après avoir consommé certains types de nouvelles ou de réseaux? Ce n'est pas un hasard. L'environnement peut être un terrain d'entraînement ou un marécage émotionnel. Tu choisis si tu le laisses envahir ta tête. La discipline mentale commence par poser des limites. Des limites aux discussions destructrices, à l'exposition inutile à des contenus toxiques, à l'habitude de tout vérifier, même si tu sais que cela te laisse dans un état pire que celui dans lequel tu étais. Tu ne peux pas construire de la sécurité si chaque jour tu permets aux autres de semer le doute, la peur ou le ressentiment dans ton dialogue interne. Le respect de soi se défend aussi en sélectionnant rigoureusement ce qui nourrit ton esprit. Il y a des décisions qui semblent petites, mais qui sont déterminantes. S'éloigner d'une table, mettre en sourdine un groupe, cesser de suivre des comptes qui ne promeuvent que le doute et la comparaison. Tu n'as pas l'obligation d'être l'éponge émotionnelle de l'environnement. Choisis ce que tu laisses entrer. Ce filtre est ton bouclier invisible. La sécurité personnelle est le résultat de prendre soin, chaque jour, de l'alimentation mentale que tu consommes. Ce que tu laisses passer te transforme ou te corrompt. Tout ne mérite pas une place dans ta tête. Souviens-toi, celui qui ne protège pas son environnement mental finit par penser avec la voix des autres. L'esprit se renforce lorsque tu cesses d'être un terrain fertile pour la toxicité et que tu deviens le gardien de ton propre jugement. La force est un filtre actif, pas un mur passif. Si tu veux du respect de soi, commence par nettoyer la porte d'entrée. Ta vie est déterminée par ce que tu penses. Si tu te dis à toi-même que quelque chose est impossible, tu ne l'essaieras jamais. Si tu crois que tu ne peux pas t'améliorer, tu resteras bloqué. Si tu acceptes la médiocrité comme un destin, tu ne connaîtras jamais ton véritable potentiel. Mais que se passerait-il si tu reprogrammais ton esprit pour défier tout ce que tu croyais impossible? Les stoïciens savaient que l'esprit est le plus grand champ de bataille. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu interprètes et réponds à chaque défi. Une personne avec la bonne mentalité peut transformer les échecs en leçons, l'adversité en croissance et la discipline en une force irrésistible. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans leurs compétences, mais dans leur capacité à entraîner leur esprit. Aujourd'hui est le jour où tu cesses d'être une victime de tes pensées et prends le contrôle. Nous allons détruire les croyances qui te limitent, éliminer les distractions qui volent ton attention et développer une mentalité qui te rendra résistant à tout obstacle. Il ne s'agit pas de motivation passagère, mais d'un changement réel et permanent dans la façon dont tu vois le monde et toi-même. Si tu as déjà senti que quelque chose en toi est destiné à plus, c'est le moment de te réveiller. La transformation n'est pas un concept, c'est une décision. Es-tu prêt à réécrire ton histoire? Numéro 1. Brise les chaînes mentales qui te limitent. La plus grande prison dans laquelle tu peux vivre n'a ni barreaux ni murs physiques. C'est une prison construite par tes propres pensées, par des croyances limitantes qui te font douter de tes capacités, par des peurs héritées que tu n'as jamais remises en question et par la voix intérieure qui insiste pour te dire que tu n'es pas assez bon. Mais voici la vérité. L'esprit est malléable. Et les chaînes qui te lient aujourd'hui ne sont que des illusions que tu peux briser si tu décides de le faire. Tout commence par la conscience. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment tu te parles à toi-même? Comment te décris-tu? Comment interprètes-tu ce qui se passe autour de toi? La plupart des gens fonctionnent avec une narration interne automatique, programmée depuis l'enfance par des expériences passées, des commentaires d'autrui et une culture qui enseigne à se conformer. Si ton esprit a été entraîné à voir les problèmes comme des murs infranchissables plutôt que comme des défis à relever, tu seras condamné à vivre dans tes propres limites. Mais si tu décides de reprogrammer ta pensée, si tu choisis de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance, alors les chaînes commencent à s'affaiblir. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous limitent, mais l'interprétation que nous en faisons.
Épictète disait que nous ne souffrons pas des choses en elles-mêmes, mais de l'opinion que nous avons d'elles. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, capable ou fort, tu agiras en conséquence. Mais si tu remets en question ces croyances, si tu commences à les voir comme des distorsions plutôt que comme des vérités absolues, alors tu peux commencer à changer ta réalité. Comment briser une chaîne mentale? D'abord, identifie la croyance qui te retient. Demande-toi, d'où vient cette idée? Est-elle vraiment mienne ou l'ai-je absorbée de quelqu'un d'autre? Ensuite, défie-la avec des faits. Si tu crois que tu n'es pas bon dans quelque chose, cherche des preuves qui contredisent cette idée. Les neurosciences ont démontré que l'esprit est plastique, ce qui signifie que tu peux changer les schémas de pensée avec de l'entraînement et de la répétition. Chaque fois que tu te surprends à tomber dans une pensée limitante, arrête-toi et remplace-la par une affirmation plus puissante. Mais il ne suffit pas de changer ta façon de penser, tu dois aussi agir en conséquence. L'action renforce la nouvelle mentalité. Si tu as toujours pensé que tu n'étais pas bon dans quelque chose, commence à le pratiquer tous les jours. Les preuves accumulées de tes propres progrès seront la preuve la plus puissante que les chaînes mentales n'étaient que des illusions. Le problème est que la plupart des gens veulent un changement sans effort, mais la transformation mentale nécessite un travail constant. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes ou d'espérer qu'un jour tu te réveilles simplement en te sentant plus fort. Tu dois activement défier chaque croyance limitante, jour après jour, jusqu'à ce que la nouvelle façon de penser devienne ta norme. Si tu continues à répéter les mêmes pensées, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Si tu t'accroches à tes limites, tu resteras coincé en elles. Mais si aujourd'hui tu décides de remettre en question tes croyances, de défier ta narration et de prendre des mesures, tu briseras les chaînes mentales qui t'ont limité pendant des années. La vraie liberté ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Numéro 2. Fais travailler ton esprit pour toi, pas contre toi. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te pousser à réaliser l'impossible ou te condamner à une vie de médiocrité et de frustration. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients de la façon dont leur propre esprit les sabote. Ils sont pris au piège, dans des schémas de pensée négatifs, des doutes constants et un dialogue interne destructeur. Mais voici la clé. L'esprit n'est pas quelque chose de fixe, mais un muscle qui peut être entraîné. Si tu apprends à le contrôler, il cessera d'être un obstacle et deviendra l'outil le plus puissant en ta faveur. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais bien la façon dont nous y réagissons. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te perturbe, le problème n'est pas dans la chose en elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. Cela signifie que le plus grand ennemi que tu affrontes n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Chaque pensée négative, chaque excuse, chaque autocritique excessive sont des obstacles que tu crées toi-même. Mais la bonne nouvelle est que, si tu les as créés, tu peux aussi les défaire. Pense à ton esprit comme à un jardin. Si tu le laisses négliger, des mauvaises herbes pousseront. Pensées toxiques, peurs irrationnelles, croyances limitantes. Mais si tu décides de le cultiver avec discipline, de nourrir des pensées de croissance et de défier tes propres doutes, alors il deviendra un terrain fertile pour la force mentale et le succès. Les neurosciences ont démontré que chaque pensée renforce les connexions neuronales. Si tu penses constamment à des problèmes, des soucis ou des insécurités, tu renforces ces voies mentales. Mais si tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur des solutions, la croissance et les possibilités, ce sont ces connexions qui deviendront plus fortes. Comment faire travailler ton esprit pour toi? D'abord, prends conscience de ton dialogue interne. Comment te parles-tu à toi-même? Te traites-tu avec respect ou avec dureté? L'esprit croit ce que tu lui répètes constamment, donc si tu te dis constamment que tu n'es pas suffisant, tu en feras ta réalité. Change-le. Remplace chaque pensée autodestructrice par une pensée qui te renforce. Au lieu de dire « je ne suis pas bon à ça », dis « je m'améliorerai avec de la pratique ».
Au lieu de « tout va mal pour moi », dis « j'apprends de chaque erreur ». Deuxièmement, arrête de nourrir des pensées inutiles. Combien de fois as-tu gaspillé de l'énergie à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle? L'esprit a une capacité limitée de concentration. Si tu la gaspilles en inquiétudes inutiles, il ne te restera rien pour ce qui compte vraiment. Adopte la mentalité stoïque. Accepte ce que tu ne peux pas changer et consacre ton énergie à ce que tu peux contrôler. Troisièmement, utilise la visualisation comme outil. Les grands athlètes, entrepreneurs et artistes ont utilisé la visualisation pour entraîner leur esprit avant d'atteindre leurs objectifs. Si tu imagines constamment un avenir où tu échoues, ton cerveau le prendra comme une prédiction et agira en conséquence. Mais si tu visualises le succès avec clarté et émotion, ton esprit travaillera pour le rendre réel. Ne laisse pas ton propre esprit être ton ennemi. Si tu ne l'entraînes pas, il te contrôlera. Mais si tu le disciplines, il deviendra l'arme la plus puissante que tu aies jamais eue. Numéro 3. Éliminez les distractions et concentrez-vous sur ce qui compte. Le monde moderne est un champ de bataille pour votre attention. Chaque notification, chaque message et chaque écran rivalisent pour vous voler des minutes, des heures, des jours de votre vie. Sans vous en rendre compte, vous tombez dans un cycle de distraction qui fragmente votre concentration, disperse votre énergie et vous éloigne de ce qui compte vraiment. Et voici la vérité. Celui qui contrôle son attention contrôle son destin. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients du coût réel de la distraction. Il ne s'agit pas seulement du temps perdu, mais de la qualité de la pensée que vous sacrifiez. Chaque interruption, chaque changement soudain de tâche affecte votre capacité à entrer dans des états de concentration profonds. Les neurosciences le confirment. Chaque fois que vous permettez une distraction, votre cerveau a besoin de plusieurs minutes pour retrouver le niveau de concentration qu'il avait auparavant. Si cela se produit encore et encore tout au long de la journée, vous finissez par vous sentir épuisé, improductif et frustré, sans même avoir fait quoi que ce soit de significatif. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'attention. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la clé de la vie est de diriger l'esprit avec un but et de ne pas se laisser entraîner par des futilités. Aujourd'hui, plus que jamais, cet enseignement est essentiel. Mais comment reprendre le contrôle de votre attention dans un monde conçu pour la disperser? Premièrement, identifiez vos principales distractions. Elles ne sont pas toutes égales. Certaines sont évidentes, comme les réseaux sociaux ou la télévision, mais d'autres sont plus subtiles, des soucis inutiles, des conversations sans but, des habitudes mentales qui consomment votre énergie sans rien apporter en retour. Tenez un registre pendant une journée et demandez-vous: quelles activités ajoutent réellement de la valeur à ma vie et lesquelles ne sont que des échappatoires? Deuxièmement, établissez des barrières intentionnelles. L'autodiscipline ne consiste pas seulement en la force de volonté, mais aussi à concevoir un environnement qui favorise la concentration. Mettez vos notifications en silence, établissez des horaires sans interruption et utilisez des outils comme la méthode Pomodoro pour travailler en bloc de temps sans distraction. La clé est de ne pas dépendre uniquement de la motivation, mais de stratégies concrètes qui protègent votre attention. Troisièmement, entraînez votre esprit à la concentration profonde. Nous sommes tellement habitués au bombardement constant d'informations que beaucoup ont perdu la capacité de faire une seule chose sans ressentir le besoin de vérifier leur téléphone ou de chercher une distraction. La solution est simple, mais nécessite de la pratique. Commencez par de courtes périodes de concentration absolue. Consacrez 20 minutes à une seule tâche, puis augmentez progressivement le temps. Avec le temps, vous retrouverez la capacité de vous immerger dans le travail sans vous sentir agité. Enfin, souvenez-vous de pourquoi cela compte. Chaque moment que vous passez distrait est un temps qui ne reviendra pas. Chaque minute investie dans quelque chose sans valeur est une minute que vous auriez pu consacrer à votre croissance, à votre but, à devenir la personne que vous voulez être. Si vous ne décidez pas sur quoi vous concentrer, le monde le décidera pour vous, et presque toujours, il choisira ce qui lui convient, pas à vous. Numéro 4. Comment les réseaux sociaux affectent votre esprit?
Les réseaux sociaux ont changé la façon dont nous interagissons, mais ils ont également transformé la manière dont nous pensons. À première vue, ils semblent inoffensifs, un moyen de divertissement, de connexion, d'accès à l'information. Mais derrière chaque défilement infini, chaque notification et chaque interaction, il y a un design intentionnel pour modeler votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. L'impact le plus évident est sur votre attention. Des études ont montré que l'utilisation constante des réseaux sociaux réduit la capacité de concentration et fragmente la pensée. Chaque fois que vous passez d'une publication à une autre, votre cerveau s'habitue à traiter des informations rapides et superficielles, affaiblissant la capacité de se concentrer sur des tâches complexes. Vous devenez impatient, incapable de tolérer l'effort mental soutenu. Le pire, c'est que cet effet ne disparaît pas lorsque vous fermez l'application. Votre esprit continue de chercher ce même niveau de stimulation dans d'autres domaines de votre vie, rendant difficile la lecture approfondie, l'apprentissage ou même la simple contemplation sans distraction. Mais le problème n'est pas seulement l'attention, mais aussi la façon dont vous percevez la réalité. Les réseaux sociaux sont conçus pour montrer ce qui vous impacte le plus, pas nécessairement ce qui est vrai. Des algorithmes sélectionnent ce que vous voyez, en se basant sur ce qui génère le plus de réactions. Le résultat, une distorsion de la réalité où tout semble plus extrême qu'il ne l'est vraiment. Si vous vous entourez de contenu négatif, vous commencerez à voir le monde avec plus de peur et de méfiance. Si vous consommez des images de vie parfaites, vous comparerez inévitablement votre vie à une version filtrée et éditée de celle des autres, générant insatisfaction et faible estime de soi. Un autre aspect critique est l'impact sur la dopamine, le neurotransmetteur associé à la récompense et à la motivation. Chaque notification, chaque commentaire, chaque nouveau follower active de petits pics de dopamine, entraînant votre cerveau à chercher une validation externe plutôt qu'une satisfaction interne. Avec le temps, vous dépendez de ces stimuli pour vous sentir bien, ce qui peut conduire à l'anxiété, à une faible estime de soi et même à la dépression lorsque vous ne recevez pas la réponse que vous attendez. Et puis, il y a l'effet sur les relations humaines. Les réseaux promettent une connexion, mais ils génèrent souvent le contraire. Ils remplacent les interactions réelles par des interactions superficielles, réduisant la profondeur des conversations et la qualité des liens. De plus, ils créent l'illusion que rester en contact avec quelqu'un est la même chose que de construire une relation significative, alors qu'en réalité, ce sont des choses très différentes. Cela signifie-t-il que vous devez éliminer complètement les réseaux sociaux ? Pas nécessairement. Mais cela signifie que vous devez les utiliser avec intention et ne pas les laisser vous utiliser. Établissez des limites claires, réduisez le temps d'exposition et observez comment ils affectent votre état mental. Demandez-vous s'ils vous apportent réellement quelque chose ou s'ils ne font que consommer votre temps et votre énergie. Votre esprit est votre ressource la plus précieuse. Si vous permettez aux réseaux sociaux de le contrôler, vous remettrez votre capacité de concentration, votre bien-être émotionnel et votre perception de la réalité à un système conçu pour vous garder piégé. La décision de reprendre le contrôle n'appartient qu'à vous. Numéro 5. Éliminez l'autocritique et avancez. Ton pire ennemi n'est pas le monde extérieur, ni les obstacles que tu rencontres, ni les personnes qui te critiquent. C'est cette voix intérieure qui te dit constamment que tu n'es pas assez bon, que tu aurais pu faire plus, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas en toi. L'autocritique excessive est l'une des formes les plus destructrices d'autosabotage. Et si tu ne la contrôles pas, elle deviendra le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu désires. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs ou d'éviter la responsabilité. Évaluer nos actions est essentiel pour s'améliorer. Mais il y a une différence entre apprendre d'une erreur et se torturer mentalement pour chaque échec. L'autocritique extrême ne t'aide pas à grandir. Elle te paralyse, te remplit d'insécurité et te maintient coincé dans un cycle de doute constant. Le problème est que beaucoup de gens confondent l'autocritique avec l'amélioration personnelle.
Ils pensent que se punir mentalement les rendra plus forts ou que d'être dur avec eux-mêmes évitera de futures erreurs. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Plus tu te punis, plus tu auras peur d'agir. L'esprit commence à associer l'erreur à une souffrance inutile, et au lieu d'apprendre et de continuer à avancer, tu resteras bloqué, évitant les défis par peur d'échouer. Pense à la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu fais une erreur, te dis-tu des choses comme « je suis un échec » ou « je ne fais jamais rien de bien » ou analyses-tu la situation objectivement et cherches-tu des solutions? La façon dont tu te parles détermine ta confiance en toi, ta résilience et ta capacité à surmonter les difficultés. Si tu traitais un ami comme tu te traites toi-même, resterait-il à tes côtés? Alors, pourquoi permets-tu à cette voix intérieure de te traiter de manière si cruelle? Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance inutile n'est qu'une perception. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, le problème n'est pas dans la chose elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. » Il en va de même pour l'autocritique. Ce n'est pas l'erreur qui t'arrête, mais le sens que tu lui donnes. Une erreur peut être vue comme une opportunité d'apprentissage ou comme une preuve que tu ne vaux rien. Le choix t'appartient. La clé pour éliminer l'autocritique n'est pas d'ignorer les erreurs, mais de changer la façon dont tu les interprètes. Au lieu de te dire « je suis un désastre », demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Au lieu de répéter « je n'y arriverai jamais », reformule avec « c'est un défi, mais je peux m'améliorer ». Changer ton dialogue interne n'est pas une question de positivisme naïf, mais d'entraîner ton esprit à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il est également crucial de se rappeler que personne n'est parfait. Faire des erreurs ne te rend pas moins précieux. Si tu regardes la vie de n'importe quelle personne réussie, tu verras qu'elles ont toutes échoué à un moment donné. La différence est qu'elles ne sont pas restées coincées dans la culpabilité. Elles ont appris, ajusté et sont passées à autre chose. Si tu veux avancer, arrête d'être ton propre bourreau. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de t'améliorer constamment. L'autocritique ne te définit pas. Ce que tu fais après, elle le fait. Numéro 6. Change ta perspective et tu changeras ta réalité. Tout ce que tu expérimentes dans la vie passe d'abord par le filtre de ton esprit. Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine ton état émotionnel, mais comment tu l'interprètes. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de manière complètement opposée. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'elles sont. Et voici la clé. Si tu changes ta perspective, tu changeras ta réalité. L'esprit humain est conditionné à chercher des motifs, à interpréter des événements et à leur donner un sens. Mais ce processus n'est pas toujours objectif. Souvent, tu traînes des croyances qui déforment la façon dont tu vois les choses. Un obstacle peut être vu comme une tragédie ou comme une opportunité de croissance. Un échec peut être interprété comme la fin d'un chemin ou comme le début d'un meilleur. La différence ne réside pas dans la situation, mais dans la manière dont tu décides de la percevoir. Le problème est que la plupart des gens ne remettent pas en question leurs propres interprétations. Ils vivent piégés dans une narration qu'ils ont répétée pendant des années sans se rendre compte qu'ils pourraient la changer. Ils se convainquent que la vie est injuste, que tout est difficile, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour s'améliorer. Et à la fin, cette perspective devient une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois que tu ne peux pas, tu n'essaieras même pas. Si tu supposes que tout est contre toi, tu vivras en résistance constante. Alors, comment changer de perspective? D'abord, remets en question tes pensées. Chaque fois que tu es confronté à un problème, demande-toi: est-ce que je vois toute la situation ou seulement une partie de celle-ci? La plupart du temps, nous nous concentrons uniquement sur le négatif et nous négligeons les opportunités qui existent dans la même expérience. Deuxièmement, observe comment tu réagis face aux défis. Te frustres-tu immédiatement ou cherches-tu des solutions? Une personne qui voit l'échec comme un apprentissage progressera plus rapidement que quelqu'un qui l'interprète comme un signe qu'il n'est pas assez bon.
Troisièmement, apprends à reformuler ton langage interne. Au lieu de dire « c'est impossible », essaie « c'est un défi, mais je peux trouver un moyen de le surmonter ». De petits changements dans la façon dont tu te parles à toi-même peuvent faire une grande différence dans la façon dont tu affrontes la vie. Enfin, entoure-toi de personnes et de contenus qui élargissent ta façon de penser. La perspective ne se forme pas seulement avec des expériences personnelles, mais aussi avec ce que tu consommes. Si tu t'entoures de négativité, tu finiras par voir le monde de la même manière. Mais si tu cherches des idées qui défient tes croyances et élargissent ta vision, tu commenceras à voir des possibilités là où avant tu ne voyais que des problèmes. Le monde ne va pas changer pour s'adapter à ton confort. Mais si tu décides de changer la façon dont tu le vois, tu découvriras qu'il y a toujours plus de chemin que tu ne l'imaginais. Tout commence dans ton esprit. Ta perspective est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Si tu apprends à l'utiliser à ton avantage, rien ne pourra t'arrêter. Numéro 7. Découvre le pouvoir que tu as en toi. La plupart des gens passent leur vie à chercher des réponses à l'extérieur. Ils attendent que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire, que les circonstances changent, que le moment parfait pour agir arrive. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce dont ils ont besoin est déjà en eux. Il ne s'agit pas de motivation vide ou de belles phrases. Il s'agit d'une vérité que peu acceptent. Tu es plus fort que tu ne le penses. Mais tu ne le découvriras que lorsque tu oseras te confronter à toi-même. Dès le moment où nous naissons, la société nous apprend à chercher une validation externe. On nous conditionne à croire que le succès dépend de l'approbation des autres, que le bonheur réside dans ce que nous possédons, que la valeur personnelle se mesure en réalisation et en reconnaissance. Et ainsi, nous nous éloignons de notre véritable essence. Nous nous déconnectons du pouvoir interne qui nous permet de relever n'importe quel défi, de prendre des décisions en toute confiance et de construire la vie que nous voulons. Mais voici la clé. Personne ne te donnera la permission d'être fort. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va éveiller en toi le pouvoir que tu possèdes déjà. C'est quelque chose que seul toi peux faire. Et la première étape est d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur. La force intérieure ne consiste pas à ne pas ressentir de peur, mais à ne pas laisser la peur te contrôler. C'est la capacité de continuer malgré les doutes, d'agir même lorsque tu n'as pas de garantie de succès. Et le plus important, c'est comprendre que tout ce que tu affrontes est une opportunité pour développer cette force. Chaque obstacle, chaque erreur, chaque échec est un entraînement pour devenir plus résistant, plus conscient et plus maître de toi-même. Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas passer par ce processus. Ils préfèrent le confort des excuses, le refuge de la plainte, la sécurité de la médiocrité. Mais ce n'est pas une option si tu veux vraiment découvrir ton pouvoir. Tu dois te défier. Tu dois sortir de ta zone de confort et affronter ce que tu crains le plus. Parce que ce n'est que lorsque tu te mets à l'épreuve que tu découvres de quoi tu es fait. Pense à un moment difficile de ta vie, quelque chose que tu pensais ne pas pouvoir surmonter à l'époque. Mais te voilà en train de lire ceci. Tu l'as surmonté. Et tu le feras encore et encore. Parce que la résilience fait partie de toi, même si tu l'as oublié. N'attends plus. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Prends le contrôle. Agis avec détermination. Et tu verras que le pouvoir que tu as en toi est bien plus grand que ce que tu n'as jamais imaginé. Numéro 8. La visualisation est la première étape vers la réussite. Tout ce qui existe a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un. Chaque grande réalisation, chaque progrès, chaque transformation personnelle a commencé par une vision claire de ce que l'on voulait atteindre. La visualisation n'est pas seulement imaginer un avenir idéal, c'est entraîner votre esprit à rendre possible ce qui n'est pas encore arrivé. Le problème est que la plupart des gens utilisent la visualisation contre eux. Ils passent plus de temps à imaginer des échecs qu'à réussir, plus de temps à s'inquiéter de ce qui pourrait mal se passer qu'à planifier ce qui pourrait bien se passer.
Sans s'en rendre compte, ils programment leur esprit pour l'échec avant même d'essayer. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Lorsque vous visualisez clairement, vous envoyez des signaux à votre esprit et à votre corps sur ce à quoi ils doivent s'attendre. Les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs les plus prospères et les personnes qui réalisent des changements radicaux dans leur vie ont utilisé cet outil pour entraîner leur subconscient et préparer leur chemin vers le succès. Mais visualiser n'est pas simplement penser à ce que vous voulez. C'est le faire avec détail, avec émotion, avec la certitude que c'est possible. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer », vous devez vous voir vous-même ayant déjà réalisé ce changement. Si vous voulez être plus discipliné, imaginez clairement votre routine quotidienne. Ressentez la satisfaction de remplir vos engagements. Vivez mentalement l'effort et la récompense. La visualisation fonctionne parce qu'elle entraîne votre cerveau à accepter le succès comme quelque chose de normal. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un de capable, de fort et de déterminé, votre esprit cherchera des moyens de faire correspondre cette image à la réalité. En revanche, si vous vous voyez comme quelqu'un d'incapable, d'insécurisé ou destiné à l'échec, vous agirez inconsciemment de manière à confirmer cette croyance. La prochaine étape est de lier la visualisation à l'action. Il ne sert à rien d'imaginer un avenir meilleur si vous n'êtes pas prêt à travailler pour lui. La clé est d'utiliser la visualisation comme un renforcement mental pour ensuite prendre des décisions alignées avec cette vision. Si vous vous voyez comme une personne disciplinée, commencez à agir en tant que telle. Si vous vous imaginez atteindre un objectif, faites quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche de lui. Faites de la visualisation une habitude quotidienne. Consacrez quelques minutes chaque matin ou avant de vous coucher pour visualiser clairement qui vous voulez être et ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental qui renforce vos décisions, votre concentration et votre détermination. Tout ce que vous accomplirez dans la vie dépendra de la façon dont vous entraînez votre esprit. Si vous pouvez le voir clairement, vous pouvez le construire avec action. Numéro 9. Dormez bien si vous voulez être au maximum de vos capacités. Le monde moderne glorifie le sacrifice du sommeil comme s'il était un symbole de discipline et de succès. On nous a vendu l'idée que dormir moins est synonyme de travailler plus, de mieux utiliser le temps, de montrer de l'engagement. Mais la réalité est autre. Se priver de repos ne vous rend pas plus fort, il vous rend plus faible. Si vous voulez vraiment être au maximum de vos capacités, vous devez comprendre que le sommeil n'est pas un luxe, mais un outil fondamental pour la performance physique, mentale et émotionnelle. Chaque fois que vous décidez de dormir moins pour faire plus, vous sabotez en réalité votre propre progrès. La science le confirme, le manque de sommeil affecte la concentration, la mémoire, l'humeur et la capacité de prendre des décisions. Peu importe combien d'heures vous travaillez, si votre cerveau n'est pas dans son meilleur état. Sans repos adéquat, votre productivité chute, votre énergie s'effondre et votre capacité à résoudre des problèmes s'affaiblit. Le sommeil est le système de récupération naturel du corps. Pendant la nuit, le cerveau traite l'information, consolide les souvenirs et élimine les toxines accumulées pendant la journée. C'est le moment où les cellules se régénèrent, les muscles se réparent et le système immunitaire se renforce. Si vous interrompez ce processus, vous freinez votre croissance à tous les niveaux. Mais le problème n'est pas seulement de dormir peu, mais aussi de mal dormir. Beaucoup de personnes passent des heures au lit, mais leur qualité de sommeil est médiocre. Elles se réveillent fatiguées, sans énergie, sans clarté mentale. Pourquoi ? Parce que le repos profond est affecté par de mauvaises habitudes, l'utilisation excessive d'écran avant de dormir, la consommation de caféine à des heures tardives, l'absence d'une routine nocturne qui indique au corps quand il est temps de se détendre. Si vous voulez être au maximum de vos capacités, vous devez prioriser votre repos. Cela ne signifie pas dormir plus que nécessaire, mais optimiser la qualité du sommeil.
Établissez un horaire fixe pour vous coucher et vous réveiller. Évitez l'exposition à la lumière bleue avant de dormir et créez un environnement qui favorise la relaxation. Votre corps et votre esprit vous en remercieront. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Il ne sert à rien de vous forcer au maximum si votre esprit est épuisé et que votre corps n'a pas l'énergie pour soutenir votre performance. Bien dormir n'est pas une option, c'est une exigence pour toute personne qui veut atteindre son plein potentiel.